penche, on voit le vide à travers les planches. Chippy, Nina Ricci, Duma, Lolita, Lempicka. Un jour, j'étais clouée au lit avec une sale migraine. J'ai repensé à une robe que je portais il y a longtemps, et puis à une autre, et encore une autre. J'ai essayé de les dessiner pour les faire renaître de ma mémoire un peu plus précisément. Et tout à coup, je me suis dit, c'est drôle, ces robes racontent toute une histoire. Ça, c'était l'uniforme obligatoire à Sainte-Marie, à un cours privé où ma mère était prof de gym. Grâce à ça, on payait demi-tarif et on avait des réductions sur l'uniforme qui était très cher. Ça, c'était mon manteau pour sortir. Mais enfin, Gigi, tu es folle. Où sont tes chaussettes? Tu sais ce qui t'arrivera si tu sors pieds nus en plein hiver? Tu vas attraper la polio. Si j'avais le droit de mettre des bas, je n'aurais pas froid et je n'attraperais pas la polio. À 12 ans, on ne met pas de bas. Pourquoi pas du rouge aux lèvres aussi? Ah, ma copine Evelyne, il y a 2 mois qu'elle en porte. Du rouge aux lèvres ou des bas? Les deux, et elle a même pas ses règles. Le jour où tu auras les tiennes, on en reparlera. Je les ai eues, cette nuit. Oh mon Dieu, ça y est, tu les as? Oh mon bébé, ma petite fille. Ma petite fille n'est plus une petite fille. C'est comme ça que j'ai obtenu ma première paire de bas. Il y avait une couture, fallait tout le temps les tourner pour qu'elles restent bien droites derrière les mollets. Quel bonheur! Je me sentais une femme pour la première fois. Quand un bas filait, on l'arrêtait tout de suite avec de la colle ou du vernis transparent. Et on la portait chez la remailleuse. Ça coûtait cher une paire de bas à l'époque. Tous les mois, je comptais 28 jours et je barbouillais des serviettes hygiéniques avec de l'encre rouge Waterman et je les jetais dans la poubelle. Ma mère n'y voyait que du feu. Puis finalement, 3 mois plus tard, j'ai vraiment eu mes règles. Le rouge à lèvres, de toute façon, j'en mettais en cachette depuis l'été. Gigi, je te l'ai déjà dit, c'est hors de question. Tu sais ce qui t'arrivera t'arrivera si on a le jamais... droit d'aller à la piscine. Je me fiche des autres. Ma fille à moi n'attrapera pas la polio. La polio. La polio. Les sangs a une manière d'attraper la polio. En nageant dans les piscines, les lacs, les étangs, les rivières, en mangeant une salade mal lavée, de la neige, en avalant l'eau du robinet, en gobant une mouche, en embrassant un garçon sur la bouche au cas où il aurait attrapé la polio la veille et qu'il ne le savait pas. Bref, le spectre du poumon d'acier régnait en permanence sur tous nos loisirs, accompagné de la menace d'une vie entière allongée sans bouger sur la plage de Berck, département du Pas-de-Calais, ce qui, avant les ch'tis, était le pire des destins. Ma mère était très belle, très grande. Elle ne portait jamais de vêtements trop chichis. Il faut dire qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Un jour, ma grand-mère, qui était plus riche que nous, lui a offert une étole de renard argenté pour son anniversaire. Elle l'a essayée. On a tout dit « Oh, qu'est-ce que t'es belle comme ça !» Mais elle ne l'a plus jamais remise. Je me souviens d'elle dans des robes imprimées un peu sombres avec des chaussures à talons plats et elle portait des lunettes. Et je ne sais pas pourquoi, quand je dessine ma mère, depuis toute petite, je ne lui mets jamais de lunettes et toujours cette étole de renard argenté sur les épaules. Ma mère a copié pour moi ce modèle en taffetas dans Modes et Travaux. Je l'ai porté pour le gala de l'école de danse où j'allais avec ma sœur Sal Pleyel. J'aimais bien cette robe, mais je rêvais d'avoir un jour une robe qu'on achèterait dans un magasin. À l'époque, j'avais 2 ans moins que ma sœur. Maintenant, ça dépend des jours. Manque de peau, j'héritais de tous ces vieux vêtements. Il est encore très bien ce manteau. Elle est encore très bien cette jupe. Cette phrase restera toujours pour moi synonyme de cafard. De plus, aujourd'hui, elle s'applique à mes contemporains. Amis, acteurs, actrices, dont on dit ma sœur et moi pour nous rassurer. Il est encore très bien, Georges Clooney. Il est encore très bien, Francis Huster. Meryl Streep, Nathalie Baye, Anémone. Oh non, elle est morte. Ah bon? Bref, moi les bas, j'ai pas connu.
Quand j'ai eu 13 ans, les colons étaient nés. La première paire que j'ai portée était marron, très épaisse, tellement increvable que j'ai fini par faire exprès un gros trou au niveau du genou pour qu'on m'en achète une autre. Eh ben non, on l'a donnée à stopper. Un mot que je n'ai plus entendu depuis 40 ans. Je crois qu'il a disparu quand le mot jetable est apparu. Ma mère disait je sors en taille. Elle disait mets ton cache-nez et ton caraco. Elle disait un joli manteau de demi-saison. Et elle faisait repriser ses bas. C'est quoi cette odeur, Gigi? Quelle odeur, maman? C'était du parfum strictement interdit. Tu sens la cocotte, Gigi. À 12 ans, on ne met pas de parfum. Ma copine Evelyne... Ta copine Evelyne fait ce qu'elle veut. La mère de ta copine Evelyne fait ce qu'elle veut. Ma fille à moi ne porte pas de parfum à 12 ans. Tu es encore un bébé, ma chérie. Non, je suis plus un bébé. Et tu sens si bon sans parfum. Quand tu étais petite, il n'y a pas si longtemps, je mettais mon nez dans ton cou et je respirais tout fort. C'est vrai, je m'en souviens. Elle enfouissait son visage dans mon cou et elle respirait tout fort. Quelques mois après la mort de maman, mon père m'a emmenée au magasin du printemps, boulevard Haussmann. Il voulait m'offrir une belle robe pour mes 13 ans. On était tellement tristes tous les deux et on a fait semblant d'être gais. Au rayon jeune fille, mon père a dit « Ma fille Gigi va avoir 13 ans. Nous cherchons une robe pour son anniversaire et nous avons besoin d'elle. » Toutes les vendeuses se sont précipitées parce que mon père était très beau. J'ai hésité entre deux robes bleues. J'en étais malade, je les aimais autant l'une que l'autre. Mais mon père a dit « Tu sais quoi? On prend les deux. » Et il a fait faire 2 paquets de cadeaux. À l'époque, on ne faisait pas la queue. Chaque robe coûtait au moins 400 francs. Oui, des anciens francs, évidemment. C'est cette robe que j'ai mise pour mon goûter d'anniversaire. Il n'était pas riche, mon père, mais il était très généreux. Et puis surtout, il était prêt à tout pour que le jour de mes 13 ans, je ne pense pas trop à maman. Après, on est allé boire un chocolat chaud au Café de la Paix à côté de l'Opéra. Lui, il a bu un cognac. Depuis la mort de maman, il buvait souvent du cognac. Un jour, ma grand-mère est venue nous chercher, ma sœur et moi. Elle nous a dit, dorénavant, vous allez vivre avec moi, votre grand-père et votre tante Gaby. Et mon père est parti très loin. Je ne l'ai jamais revu. Ma mère, Quand j'avais 13 ans, quand j'avais 13 ans, ma mère est allée à New York. ma mère est allée à Paris. Et elle m'a rapporté, pas le twin set en cachemire dont je rêvais, Pas la veste Agnès B noire avec des pressions que je réclamais depuis des mois. pas la chemise à fleurs Liberty encore plus belle que celle de Cacharel. Encore moins les jeans Pat Def que tout le monde avait déjà, sauf moi. Elle m'a rapporté Une paire de chaussettes. Elle m'a rapporté Un ensemble. les chaussettes les plus voyantes et les plus moches que j'ai jamais vues. Non mais, qui aujourd'hui porte encore un ensemble? Des rayures de toutes les couleurs. Toutes les filles de ma classe avaient des chemises roumaines, des grelots tibétains et des jupes indiennes. Et moi, elles m'offraient un ensemble. Des chaussettes interminables. Mi-cuisse stretch, la dernière mode aux États-Unis. Bon, toutes les ados filiformes, photographiées dans Mademoiselle Âge tendre, la queue de cheval oxygénée et les jambes de 3 km, ça peut leur aller des chaussettes à rayures. Mais moi, maman, je suis grosse. Je vous l'ai dit que j'étais grosse. Un pantalon écossais cacadois, une chemise ivoire avec une cravate assortie au pantalon et un gilet en crochet dans les camailleux du pantalon. Un ensemble, quoi. J'ai explosé. Non mais tu ne crois tout de même pas que je portais une chose pareille? Tu ne trouves pas ça joli? C'est immonde, c'est simplement immonde. On dirait un truc que tu porterais, toi. À ce prix-là, il y a peu de chance. Ça veut dire quoi, ça? Que je dois te dire merci pour un cadeau qui me débête? Bon, admettons, je le porte une fois pour te faire plaisir. Je traverse la rue, je me fais écraser par une voiture et on m'enterre pour l'éternité habillée en cacadois. Mais pas en rêve. Tu ne veux même pas l'essayer? Regarde, ça t'irait tellement bien. S'il te plaît, maman, rends-le. Je ne peux pas le rendre.
Tu l'as acheté en solde. Non, tu l'as pas acheté en solde. Oh non, je ne crois pas ça. Elle m'a acheté mon cadeau d'anniversaire en solde. Et si ça m'allait pas, si c'était trop grand, trop petit, en solde, en merde! Tu es d'un égoïsme sans frontières, tu n'as aucune reconnaissance pour rien, tu n'apprécies rien, tu n'es jamais, jamais contente. Reprends-le, donne-le à qui tu veux, je ne veux même pas le regarder, on dirait du vomi. Je ne t'achèterai plus jamais rien. Tant mieux! L'année suivante, elle m'a offert un livre de Françoise Dolto, La solitude, et une tarte tatin surgelée, puisque de toute façon, je ne savais pas apprécier les bonnes choses. Voilà, c'est ça ma mère à moi. Je te dis qu'elles te vont à merveille, ces chaussettes. Tu crois? Tu sais, les Américains, quand ils veulent lancer une mode, Le lendemain matin, j'ai mis les chaussettes pour aller à l'école. Dans la rue, pendant les premiers 100 mètres, je me suis sentie plutôt bien. Et puis je suis passée devant Michael Klein, qui fumait une clope avec ses copains devant le bahut. Ça faisait 2 ans que j'en pinçais pour lui. Je l'ai vu se tourner vers ses copains. Et alors là, j'ai senti qu'ils se moquaient tous derrière mon dos. Et alors là, j'ai compris que je m'étais fait avoir. Entre ma mère et la mode, un océan. Le style, l'Amérique, je t'en fous, nul. Toute la journée, j'ai entendu des fous rires dans mon dos. Même une de mes profs m'a fait une réflexion. Et le pire, c'est quand je suis rentrée le soir en pleurs et que j'ai raconté à ma mère combien je me sentais humiliée, elle a ri. Et vous savez ce qu'elle a osé me dire? tu verras, ma chérie, si demain tu as le culot de le remettre, je te parie que dans 2 jours, toute l'école voudra les mêmes. Voilà, c'est ça ma mère à moi. Je mange un radis, je prends 3 kilos. Je ne suis pas mince, je suis carrément maigre. J'ai commencé à grossir à 12 ans. C'est toi, Marie, qui vient d'ouvrir le frigo? C'était moi. J'ai toujours été maigrichonne. Tu as une si belle peau, Marie. Tu serais si jolie si tu perdais un peu de poids. Ma mère était l'être humain le plus efficace de la planète. Mais en ce qui concerne mes fringues, elle a abandonné. Dès que j'ai eu l'âge, elle a fini par me mettre tous les 6 mois dans un taxi avec un chèque en blanc et m'expédier chez Rondissimo. Ma soeur m'a dit, Si un jour tu arrives à être heureuse, tu prendras du poids. c'était bien avant qu'on parle d'anorexie et de boulimie. Et d'ailleurs, je n'étais ni anorexique ni boulimique. Ça n'a jamais été très à la mode d'être grosse. Mais à d'autres époques, il y a eu Rubens, Mayol, Poussin, Renoir. Mais dans les années 50-60, c'était particulièrement nul d'être grosse. Grosse parce que la plus belle, c'était Audrey Hepburn. Ne me parlez pas d'Audrey Hepburn, une biche, un visage de rêve, un coup de gazelle avec sa petite queue de cheval. Et en plus, quand elle se coupe les cheveux dans Vacances romaines, elle est encore plus belle, la salope. Non, la seule chose qu'on avait en commun, c'est qu'on pouvait toutes les deux nous glisser sous la porte. Ma sœur m'a dit, Tout ça, c'est à cause de maman. si je suis squelettique, c'est à cause de maman. Absolument. J'ai retrouvé une photo de moi et de Stéphane, mon premier mari. On est assis tous les deux sur un banc dans les jardins des Tuileries. Je porte un manteau de lainage vert pâle, avec une écharpe écossaise, et j'ai vraiment l'air heureuse. C'est drôle. Je n'ai jamais été heureuse une seule seconde avec Stéphane. J'ai toujours fait semblant, au lit, sur les photos, en famille, avec nos amis. Quand je regarde cette image, je me dis que les photos sont salmenteuses. Pour mon mariage avec Ludo, j'ai porté la robe de mariée de ma mère. Bon, Ludo n'en avait rien à fiche de mon poids, il était homo, j'étais son alibi. Il m'aurait épousée même si j'étais borgne. Elle venait de chez Lanvin, cette robe. Bon, avec quelques retouches, elle m'allait. Elle était somptueuse, en satin ivoire, avec des manches en dentelle et une longue traîne à volant. Juste avant la cérémonie, la couturière qui m'aidait à m'habiller s'est piquée avec une épingle, comme la Belle au bois dormant, et elle a fait une tache de sang sur la robe. Ma mère a dit « Je m'en occupe. » un glaçon, et en 2 temps 3 mouvements, elle a effacé la tache. Je vous l'ai dit, ma mère était l'être humain le plus efficace de la planète. Donc, je porte cette robe pour mon mariage. Ma petite sœur l'a met pour le sien. Ma grande sœur aussi. Et puis vient le tour de la petite dernière qui se marie enfin. Et là, il est hors de question que je mette cette robe qui porte la poisse pour mon mariage. C'est con les superstitions.
Parce que la petite sœur, elle aussi, elle a fini par divorcer. On a toutes divorcé dans la famille. Toutes, sauf ma mère, qui a préféré vivre 50 années merdiques avec mon père. Au bout de 3 ans de mariage, j'ai commencé à fantasmer sur l'éventualité d'un accident tragique qui me débarrasserait une fois pour toutes de Stéphane. 1 minute de retard, je l'imaginais dans sa voiture fracassée contre un platane. Il toussait. Et si c'était la tuberculose? L'avion aussi. Quand il partait en voyage d'affaires, je me voyais devant la télé. Aucun survivant dans le vol 2006 à destination de Tombouctou. Et je réfléchissais à ce que je porterais le jour de son enterrement. Qui serait là pour me soutenir? Ou on organiserait une petite fête? Enfin, je veux dire, un pot après le cimetière. Combien de temps ça prendrait pour que j'ai de nouveau envie de sortir avec des hommes? Ma sœur m'a dit... Tu as des sentiments ambivalents. Je n'avais aucun sentiment ambivalent. Tu aimes ton mari, mais ta névrose t'empêche de l'admettre. J'étais névrosée, d'accord, mais pas parce que j'aimais ou je n'aimais pas mon mari, mais parce que je faisais semblant de l'aimer, alors que je ne l'aimais pas. Tu me suis? Pendant 1 semaine, on a parlé jour et nuit. On a même parlé une fois entièrement nue. Une situation propice à se dire la vérité? Eh ben non. Pourquoi nu? Parce qu'on venait de faire l'amour. Donc, nous étions allongés l'un contre l'autre, et tout d'un coup, il me dit « Tu devrais arrêter d'écrire. » Je n'avais écrit qu'un seul livre à l'époque, « Passion et patience, l'art du crochet. » Et pendant qu'il me rabâchait, et pourquoi, et comment, et si on essayait de, et si on revenait en arrière, et si on partait en voyage, je n'écoutais pas un traître mot de ce qu'il me disait. Je récitais le début de mon premier chapitre. C'est dingue ce qu'on peut arriver à créer avec une aiguille et une multitude de fils de toutes les couleurs. Donc, on a divorcé. Quand je me suis mariée avec Franck, j'ai emprunté à ma mère son tailleur bleu marine. Oh, je ressemblais à une veuve de guerre sicilienne de 110 ans. Mais ça a été le plus beau jour de ma vie. Pour mon mariage avec Luc, je portais une jupe rose fuchsia avec une blouse mexicaine, épaules nues. J'avais toujours évité ce genre de décolleté à cause de mes saillières. Mais comme j'avais pris 3 kilos, j'étais magnifique. Pas facile de prendre 3 kilos quand on est anorexique. Si je savais dessiner, je dessinerais la robe que ma mère m'a achetée quand j'avais 5 ans. J'adorais cette robe. Je l'adorais plus que toutes les autres robes que j'ai portées de toute ma vie. Elle était en laine gris foncé, avec un col Claudine en dentelle, et un nœud de satin noir au milieu, et aussi des poignets en dentelle blanche, assortis au col. Quelques mois plus tard, mon père, qui était médecin, a fait séjourner ma mère dans un hôpital psychiatrique. Son assistante est venue vivre chez nous. Mon père a demandé le divorce, obtenu le divorce. Et il s'est marié avec son assistante. Un jour, j'ai cherché partout ma robe préférée. J'ai demandé à ma belle-mère, « Elle est où la belle robe grise? Celle que maman m'a donnée? » « T'inquiète, on la retrouvera, m'avait-elle répondu. Notre femme de ménage avait une fille un peu plus jeune que moi. Quelques jours plus tard, dans la cour de récréation, tout d'un coup, je vois ma robe sur le dos de la femme de ménage. Je ne pouvais pas le croire. Je me suis ruée sur elle, je l'ai pris par le collet, on l'a fait ma robe! Allez, donne-moi cette robe! Jusqu'à ce que la surveillante nous sépare. Je
je revois encore cette pauvre gamine, en larmes et toute tremblante. Et moi aussi, en larmes et toute tremblante. Avec ce putain de nœud de satin dans la main. J'ai encore honte aujourd'hui. Honte pour elle. Honte pour moi. Je n'ai pas été punie. Vu la situation, la directrice a été compréhensive. Finalement, j'aurais préféré être punie. Je me suis conduite comme une petite menteuse. Et ma belle-mère. Chacun par ses solitudes a les cœurs qui s'écroulent. Que même inondés par les regards de ceux qui nous aiment, on ne récolte pas toujours les rêves que l'on sème. Déjà, quand la vie vient pour habiter ces corps aussi petits qu'inanimés, elle est là, telle une déesse gardienne, troupant les solitudes par centaines. Cette mère Marie, mère chimère de patrie, celle qui viendra nous arracher dans le meurtre, pour mieux tordre le cou du destin. Et on pleure, oui, on pleure la destinée de l'homme, sachant combien même géant, tout petit nous sommes. La main de l'autre emmêlée dans la nôtre, bleu du ciel plus bleu que celui des autres. On sait que même le plus fidèle des apôtres finira par mourir un jour ou l'autre. Et même amitié pour toujours trouver, et même après une ou plusieurs portées, elle est là qui a pour nous rappeler que si les hommes s'unissent, c'est pour mieux se séparer. Cette mère Marie, mère chimère de patrie, celle qui viendra nous arracher la vie. On habitait donc au 3e étage d'un immeuble rue de Courcelles, avec notre tante Gaby et nos grands-parents. Nos grands-parents étaient propriétaires de la papeterie au rez-de-chaussée, la papeterie Mirovski. Ma grand-mère était très belle, elle avait de beaux cheveux gris qu'elle roulait en chignon tous les matins. Ma grand-mère ne croyait qu'en 2 remèdes. Un thé bien chaud pour tout ce qui clochait à l'intérieur du corps, et de la vaseline pour tout ce qui n'allait pas à l'extérieur. Ma tante Gaby, elle était plutôt moche. Elle avait des seins énormes. Un matin, je me suis rentrée sans frapper dans la salle de bain et je l'ai vue toute nue. Ça m'a épouvantée. Ça, c'est la robe que je portais la première fois que je suis sortie avec Georges Meunier. Je l'avais achetée pour l'occasion. J'étais raide dingue de Georges Meunier. À chaque fois qu'on sortait ensemble, Georges me suppliait d'aller plus loin, et puis carrément d'aller au bout. J'ai résisté comme la chèvre de Monsieur Seguin, et puis finalement, un soir il m'a dit que c'était trop dur pour lui de flirter. On disait ça à l'époque. Que ça le rendait fou, et qu'il valait mieux qu'on ne se voit plus. Et il m'a planté là, au beau milieu de la surboom de ma copine Rosalie. J'étais désespérée. Mais un peu plus tard, il est revenu et il a proposé de me raccompagner chez moi. Il avait une Vespa et je montais derrière, même si je n'avais pas le droit. Bref,
On arrive devant chez moi, et là je craque. Allons chez toi? Si, je veux bien passer la nuit avec toi. T'es sûr? Vraiment sûr? Pas. T'es sûr? Est-ce que t'as bien réfléchi? Est-ce que tu m'aimes assez pour vouloir que je sois le premier? Non. T'es sûr? Parce que sinon ça va comme ça, j'ai plus de temps à perdre, va te faire foutre et je passe à autre chose. Donc, j'ai fait l'amour pour la première fois. Ce soir-là, je me suis rendu compte que quand on fait une chose la première fois, eh ben, en général, on recommence. Et en juin, j'ai cru que j'étais enceinte. J'étais complètement paumée. Je le dis à ma grand-mère? Je le dis à Georges? Finalement, j'en ai parlé à mon prof de sociologie. Très cool, mon prof de sociologie. Il s'appelait Paul Collard. Lui aussi m'a dit, vous êtes sûr? Et il m'a conseillé d'attendre un peu. Il a bien fait, mes Anglais ont débarqué. On disait ça dans ma famille. Et de toute façon, Georges Meunier avait disparu sans laisser d'adresse. J'ai le cœur qui saigne, je le maquille, j'ai les yeux brillants, puis il vacille. J'ai le cœur brûlant, j'ai le cœur doux, je le connais par cœur, c'est mon atout. Tu as le cœur lourd, tu as le cœur gros, comme si demain je partais à nouveau. Je suis pas de celles qui te feront la peau, même si les caresses n'apaisent pas tous tes mots. Oh, sueña y no llores, estoy plenado de ti. Entiendo lo que dices, estás prenado de mí. J'adore les bottes. J'ai eu ma première paire de bottes à 14 ans. C'était une sorte de déclaration d'indépendance, ces bottes. Celle d'une nana un peu artiste, un peu marginale, sans la moindre affinité avec tout autre membre de ma famille de petits bourges hystériques. Un jour, mon chien, Bouchon, a confondu mes bottes avec une paire de saucisses de Francfort géantes. Et il en a bouffé une. J'en ai donc acheté une autre paire. Des cuissards hyper sexy. Vert olive, mon chien déteste les légumes. Petit à petit, je suis devenue botte à fond. Je ne portais plus que ça. Ma première année aux Beaux-Arts, j'en avais plein. Des marrons surtout, dans tous les tons. Chocolat, caramel, tabac. Je les portais avec des mini-jupes très mini. Je me sentais bien. J'avais trouvé mon style. Un peu bohème, mais naturel. Une sensualité discrète entre Jane Birkin et Simone de Beauvoir. Bref, j'étais bien dans ma peau. Et puis, une nuit, un homme est entré dans ma chambre par la fenêtre. Et il m'a violée. J'ai porté plainte, mais on ne l'a jamais retrouvé. Je ne pense pas qu'il m'avait repéré avant. Mais le lendemain du viol, quand j'ai traversé la cour des Beaux-Arts avec mes bottes et ma mini-jupe, j'ai eu tout à coup la sensation que tout le monde me regardait et me montrait du doigt. J'ai donné toutes mes mini-jupes au Secours catholique. Mais
Pas les bottes. J'adore les bottes. J'avais toujours rêvé d'une paire de bottes de cow-boy. Donc un jour, je suis allée chez Western House. Je me suis acheté une paire de Santiago sublime, noire sur piqué rouge, hyper pointue, 2000 balles. En plus, le vendeur m'a dit que ce serait bien pour mes pieds plats. Elle est obsédée par ses pieds plats. Elle, c'est ma petite sœur. Obsédée. Elle, c'est ma grande sœur. Un mois plus tard, je tombe folle amoureuse de Frédéric, un mec que j'avais remarqué à une fête de mon école de design. Adossé contre une colonne dorique, en train de fumer une clope, l'air ténébreux, très Marlboro Country. C'était une fête pour Halloween. Détail important. Puisque ce soir-là, il avait une hache plantée dans le cœur et du faux sang qui coulait sur sa chemise. Carrément craquant. Elle a craqué. Il avait 6 paires de Santiago dans son placard. Oh bah alors là, Il avait un côté étudiant attardé, à taches de rousseur, et moi aussi. On se serrait l'un contre l'autre, nos taches de rousseur et nos Santiago confondus. Une rencontre magique. On était faits l'un pour l'autre, c'était évident. Bref, elle plaque tout et elle le suit à Berlin. Il m'avait invité. pas du tout. Une des raisons pour laquelle il voulait quitter la France, c'était de s'éloigner de sa famille de ploucs tordus. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Sauf que moi, quand je disais ta famille de ploucs tordus, il me disait une seconde, je t'arrête tout de suite. Ma famille n'a rien de tordu, et si tu veux parler de ploucs, parlons plutôt de la tienne. De tes sœurs, par exemple. De tes sœurs qui me détestent. On le détestait parce qu'il la traitait comme de la merde. Et qu'elle se laissait faire. On en parlait pendant des heures entre nous. Mais quel connard ce mec! Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'en étais où? À sa famille de tordus. Ah oui. Donc il me dit, Je te préviens. Un mot sur ma famille et je me tire. Et elle répondait, non, ne pars pas, ne pars pas. Ne pars pas, je t'aime. Je t'aime. je t'aime. Et il menaçait sans arrêt de la quitter. Et à chaque fois, elle disait, Ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas, je t'aime. Et devinez quoi? il restait. Au bout d'un moment, j'ai commencé à le soupçonner d'être légèrement plus amoureux de sa famille que de moi. Il partait à Noël chez eux, à Grenoble. Il arrivait, les bras chargés de cadeaux que j'avais choisis avec lui, mais jamais il ne m'invitait. Il revenait avec des sacs pleins de vieux Shetland qui lui rappelaient soi-disant son enfance, ravi de ses vacances, alors que j'aurais aimé qu'il me dise que je lui avais tellement manqué, qu'il m'aimait à la folie et que plus jamais il ne partirait sans moi. Et même à défaut de ce déferlement d'amour, une petite preuve, une seule, une phrase du genre « J'aimerais bien que tu rencontres mes parents ». Que dalle. Donc, un jour, je lui ai carrément balancé. J'aimerais bien juste une fois que tu me demandes si ça me ferait plaisir de rencontrer tes putains de parents. Et il a répondu, Une seconde, encore un mot sur ma famille et je me tire. Eh bien, tire-toi, connard! Donc, après cette année de vie commune, il avait entassé 12 paires de Santiago. Alors j'ai ajouté, et s'il te plaît, embarque tes Santiago pourris et tes vieux Shetland vintage qui envahissent mon placard et va les ranger dans ta maison de famille de rêve où je préférais crever plutôt que d'aller, même pour l'enterrement de ta conne de mère. Et il est parti. Après 7 ans de Noël pourri, je suis rentrée en France. J'étais bilingue. J'avais mes paires de Santiago aux pieds. Puis, pas démodées du tout. Bien usées, mais nickel. Je me suis trouvé un bon psy, un bon job à Marseille, où je vis dorénavant. avec nous. Pendant quelque temps, il y a longtemps, et pas pour longtemps, il y a eu la mode des robes en papier. J'en avais acheté une dans une boutique branchée des Halles, dans les tons gris-bleu, un peu délavés. Je l'ai mise un dimanche pour un brunch chez mon cousin Martin, un as de la pub. 35 ans, réussite spectaculaire. Il venait de se marier avec Stéphanie,
15 ans de moins que lui, qui l'avait encouragé à poursuivre ses études de médecine, moyennant quoi plus tard, elle s'est mariée avec un dermatologue. Mais bon, c'est pas le sujet. Bref. Ce jour-là, les jeunes mariés venaient de s'installer dans leur tout nouvel appartement rive gauche, flambant neuf. Tout flambant neuf. Moquettes, rideaux, fauteuils, tout beige et blanc, et tout ça orchestré par le meilleur décorateur de Paris. On était une douzaine autour de la table, le summum de la perfection. Les meilleurs croissants de chez le nôtre, les meilleurs macarons de chez La Durée. Hermé n'avait que 5 ans à l'époque. Le meilleur jambon de chez Fauchon. Bref, tout le meilleur pour le meilleur pubard de Paris. Tout le monde s'extasie sur ma robe. Oh, c'est génial. Est-ce qu'on peut toucher? Oh. Et ça se froisse, ça se lave, ça se repasse. Je suis l'héroïne du jour. On s'assoit sur les tout nouveaux sièges de velours de soie sable à 1600 francs le mètre en 140. Sujet abordé pendant les œufs brouillés aux meilleures truffes. Et au milieu du repas, j'ai mes règles. Des règles, non. Un bain de sang, un déluge, une hémorragie sans précédent. On se lève de table. Un désastre. Une énorme tache au milieu du velours de soie sable à 1600 francs le mètre. Mais le plus beau, c'est que sur la robe, rien. Intact. Juste légèrement humide. L'ancêtre du sopalin double douceur. Un miracle. Je pousse la chaise doucement sous la table. J'attends que tout le monde s'éloigne vers le salon pour échanger la chaise contre celle de mon voisin. Un homme d'affaires assez ennuyeux, Charles-Henri. Dans son costume du dimanche, jean repassé et blazer à boutons dorés. Un petit tour aux toilettes, et je reviens toute pimpante boire mon café en prenant soin de rester debout et d'exhiber ostensiblement ma robe impeccable, recto verso. Martin et Stéphanie n'ont jamais su, j'imagine, qui avait flingué leur chaise. Je doute qu'ils aient demandé à Charles-Henri s'il avait ses règles. En tout cas, je n'ai jamais entendu parler d'incident. Après, j'ai découpé ma robe en papier et j'en ai fait de beaux torchons qui ont résisté à la vaisselle pendant 10 ans. Mais jusqu'à mon lit de mort, jamais je n'oublierai ma honte. Et finalement, mon sang-froid. Dans tes grands yeux, je me suis perdue. J'attends un regard, le cœur suspendu. Je t'aime tellement fort, toi qui me fais peur. Est-ce un mauvais sort ou la mauvaise heure? Et autour de chantent les tziganes. Tout le monde s'en fout, s'enivre au champagne. Dans tes beaux yeux noirs, je sonde mon amour et mon désespoir. Alors chant est sourd. Je perds le temps à chercher tes bras, brûlant de passion.
Paul Collard. Vous vous souvenez? C'était mon prof de sociologie à Paris 5. J'avais 20 ans, lui 37. Après la mairie, il y avait un pot chez son meilleur copain à Puteaux. Rien à bouffer, juste du mousseux et une pièce montée, avec 2 petits mariés en plastique qui nous ressemblaient étrangement. Ça m'a frappée parce que la poupée portait elle aussi un tailleur rose. Mon grand-père n'est pas venu parce qu'il trouvait Paul trop vieux pour moi et qu'il n'était pas juif. Quelque temps plus tard, je me retrouve nez à nez avec Georges Meunier dans la rue. Il était officier de marine. Il était à tomber dans son uniforme. Mais alors, à tomber. Gigi, ça alors? Il paraît que tu t'es marié? Paul Collard? C'est ça? Franchement, pas vraiment mon genre de mec, mais bon, c'est toi qui l'as épousé, hein? Un bisou sur la joue et une plante là sur le trottoir. Ah bah décidément, me planter c'était son truc. J'adorerais vous raconter que Paul a eu une vie merdique, qu'il a fini vendeur de voitures d'occasion ou barman au fond de Montrouge, marié à une caissière poufiasse à la fourrière. La vérité, ça me fait mal au sein de le dire. Non seulement il a épousé une héritière, non seulement il est devenu écrivain, mais en plus il vient d'avoir le Goncourt, ce con. J'ai acheté cette robe chinoise pour le soir du Nouvel An 81, notre premier Nouvel An ensemble. C'est Paul qui m'avait convaincu de l'acheter. Moi je la trouvais trop chère cette robe. Tes bras sont si jolis, ma poulette. J'adore tes bras. Prends-la, Gigi. On arrive chez nos copains Juliette et Antoine. J'adorais Juliette. Elle me fascinait. Elle se trimballait toujours avec un diaphragme dans son sac. Cool, hein? Mais quand même un peu étrange, non? À quoi ça sert de se marier si on est encore obligé de prévoir un diaphragme à chaque fois qu'on met le nez dehors? À minuit, tout le monde s'embrasse. Bonne année, bonne santé. Et Paul? Il est où, Paul? Je le cherche partout. Et je finis par le trouver en train de rouler un patin à deviner qui? Juliette. Au moins, ça m'a donné la réponse à une question. Pourquoi Juliette ne se séparait jamais de son diaphragme? Et moi, je me suis séparée de mon mari. La plus jeune divorcée de France. J'avais 20 ans. Mon premier soutien-gorge, Rayon lingerie, Galerie Lafayette. Monoprix, Etam, Rosy, Tim, Thérèse, Simone Perel. Scandale! Les soutifs, les seins, les bonnets, tout ça, enfin, les bretelles, les baleines, les armatures, tout ça, quelle galère. J'ai dû essayer des centaines de soutiens-gorge dans ma vie. ma tante en avait un gigantesque. Je le mettais sur ma tête, je ressemblais à Batman. Un jour, une vendeuse m'a dit, c'est pas facile, vous avez une poitrine fondante. Mon premier soutien-gorge, je l'ai carrément volé. Moi, c'est mon père qui m'a emmenée. La honte. C'est vrai, les seins, c'est un truc chiant par rapport au père. Est-ce que je peux m'asseoir encore sur tes genoux, papa? Est-ce que je peux me balader toute nue devant toi, papa? Papa, pourquoi tu ne rentres plus dans la salle de bain quand je suis sous la douche? Pourquoi tu ne me donnes plus une claque sur les fesses quand je passe à côté de toi, papa? Pourquoi tu ne me fais plus de câlins, papa? Quelle saloperie, ces seins qui poussent! J'ai les seins qui tombent. Le fameux test du crayon, vous savez, on place un crayon sous un sein et il doit absolument tomber. Et ben moi, une boîte de carandage sur mon sein, elle tient. Une fois, j'ai flashé sur un modèle gonflable. Il y avait 2 petits ballons à l'intérieur. On soufflait dedans avec une paille pour obtenir la taille idéale. Un soir, je dînais avec un mec totalement craqué. J'avais mis un pull bien moulant. Franchement, j'étais sexy à mort. On dînait les yeux dans les yeux, la main dans la main. Tellement chaud, on ne savait même plus lequel des deux voulait empaler l'autre. Et paf, un des 2 nichons a explosé au-dessus de la crème brûlée. On m'a offert un bustier en cachemire. Sans soutien-gorge, oublie. Je fiche, couche-gorge, rue des Martyrs. 3 vendeuses.
soutien-gorge sans bretelles. Votre taille? 90B. Certainement pas. Toutes mes clientes font la même erreur. Il vous faut un 85C. Me voilà dans une cabine. Enfin, je devrais plutôt dire un cagibi. Un miroir et un carton de rouleau papier cul. Me voilà sanglée dans un soutien-gorge dans lequel je peux à peine respirer. Les rideaux s'ouvrent, ma vendeuse caporal-chef, Penchez-vous en avant. j'obtempère. D'un geste brusque, elle me prend le sein dans une main, l'autre dans l'autre, et les colle dans les bonnets 85. Je suis écarlate. Maintenant, redressez-vous. Regardez-vous. Venez voir les filles. Ses collègues arrivent. Waouh! Vous êtes magnifiques. C'est Mireille quand même. Je me regarde dans la classe. Et là, je dois admettre que je suis incontestablement une nouvelle femme, grâce à Mireille, qui m'a ploté les seins rue des Martyrs. Ma mère avait une copine qui travaillait au rayon lingerie à la Samaritaine. Elle m'a conseillé un restricteur. J'étais enchantée. J'avais toujours eu des complexes avec ma grosse poitrine et ce soutien-gorge rapetissait indéniablement mes seins. Mais il leur donnait un look mononichon, uniloche, légèrement bizarre. À l'époque, je travaillais comme assistante chez un vétérinaire. Et il y avait un stagiaire guadeloupéen, balèze et assez marrant, et bon comme un cul. Un jour, il me dit, « Mademoiselle, si je peux me permettre, et surtout ne prenez pas ça mal, moi, ce que je vous dis, c'est pour vous rendre service. Mais il y a vraiment quelque chose d'étrange avec votre poitrine. Alors là, je l'ai mal pris. Je lui ai dit, mon ami, je ne vous connais pas, enfin, pas bien, et je vous prierai de garder pour vous vos commentaires sur mes seins. Les seins sont mes affaires, ils font ce qu'ils veulent, ils vivent leur vie. Quelquefois, ils se séparent et ils se retrouvent. Bref, ils ne vous regardent pas. Et je vous prierai donc de leur foutre la paix. Non, mais ça m'a soulagée. C'était la première fois que j'assumais mes seins, et depuis j'assume. Et si je me fabriquais une autre vie imaginaire? Je serais mince, élégante, épanouie. On irait faire du shopping, ma mère et moi. Tout ce que j'essayerais m'irait à merveille. Après, on irait boire un thé dans les endroits où les mères et les filles vont s'empiffrer de gâteaux sans jamais prendre un gramme. Ou alors dans les endroits où on mange des salades sans goût, mais qu'on trouverait délicieuses. On nous demanderait de faire des photos pour le comptoir des cotonniers. On ferait des projets. On aurait des fous rires. Mais bon. Voilà. Tout ça, c'est qu'un rêve. Puisque ma mère est morte à 39 ans. La vérité, c'est que je n'ai aucun goût. Pendant des années, j'ai mis ça sur le dos de la mort de maman. En fait, j'ai tout mis sur le dos de la mort de maman. Mon poids, ma dyslexie, mon addiction à la télé-réalité, mes sautes d'humeur, ma déprime. Enfin bref. J'en ai vraiment rien à fiche des fringues. J'ai aucun attachement, aucun fétichisme, aucun souvenir. Si. Juste un. Après la mort de maman, mon père nous a emmenés en voyage, mes frères, mes sœurs et moi, en Israël. On a passé plutôt de bonnes vacances. Jusqu'au dernier jour où il y a eu 18 morts à une terrasse de café, où on était en train de se gaver de falafel. Papa a dû se dire que pour se remettre d'un traumatisme aussi énorme que la mort de maman, une zone de guerre quelque part dans le monde, ça ferait l'affaire. C'était pas faux.
Quand on est rentré à la maison, le placard de maman était vide. Tous ses vêtements avaient été donnés à la synagogue, à Emmaüs ou à je ne sais qui. Quelques années plus tard, mon père s'est remarié avec une femme adorable. Elle est institutrice. Elle s'appelle Simone. Et bien sûr, elle est venue vivre chez nous. Le lendemain de son arrivée, on était tous dans la cuisine, mes frères, mes sœurs et moi, en train de petit déjeuner. Quand ma belle-mère est entrée, elle portait une robe de chambre de velours grenat, avec une fermeture éclair de haut en bas, bordée de chaque côté d'un galon de piqué blanc. On n'a pas bronché, ni les uns ni les autres. On lui a vaguement rendu son gentil sourire, et quand elle est allée mettre la bouilloire sur le feu, on s'est tous jeté un regard, mes frères et mes sœurs, avant de piquer du nez dans nos tartines. Mes frères et mes sœurs sont repartis, et je suis restée seule dans la cuisine, avec Simone. Simone, tu sais, c'est drôle. Maman avait la même robe de chambre, en bleu. Ah bon? Le pain grillé a surgi du toaster. Elle s'est assise. Elle a bu doucement son café, sans rien dire. Elle m'a souri. Et puis la robe de chambre a disparu. On ne l'a plus jamais revue. C'est drôle. Cette robe de chambre, c'est le seul vêtement dont j'ai le moindre souvenir. Un souvenir de velours bleu. Voiture, Simone, tu regardes la route et moi tout me distrait. Les jolis paysages qui m'invitent à cette fugue qu'on appelle voyage, qu'on appelle un voyage. Simone, voiture, Simone, c'est une longue route, on coupera par la mer. Les vagues sont parties, on sera bien vite à terre. Et on se posera, et on se posera, Simone. À toujours, à toujours, au royaume. À toujours. Voiture, Simone, j'ai du mal à lire la carte, on détourne, on se perd. Mes jolis paysages ont des airs de cauchemar. Est-ce que c'est la bonne route? Est-ce que c'est le hasard? Simone, du courage, Simone. Toujours un vent de face sur la mer changeante. Les courants nous trahissent, les vagues nous tabassent. Est-ce qu'on arrivera? Est-ce qu'on arrivera? Simone, est-ce qu'on arrivera à toujours au royaume? À toujours. Donc j'ai 20 ans et je suis divorcée. Je m'installe à Montmartre avec ma sœur Prime. Prime veut être comédienne, elle est en 2e année chez René Simon. Gigi, d'accord, tu es la plus jeune divorcée de France. Mais je t'en supplie, laisse tomber. Ça veut dire quoi, laisse tomber? Ça veut dire, s'il te plaît, Gigi,
Ne te remarie pas avec le premier venu, juste pour qu'on ne dise plus de toi, la pauvre, elle a divorcé. N'importe quoi. Ça, c'est la robe que Prime m'a prêtée pour mon premier rendez-vous avec Alexandre Freeman. Il est très sympa, Alexandre. C'est un très gentil garçon. Mais c'est pas une raison pour avoir une histoire avec lui, et encore moins pour lui dire oui s'il te demande en mariage. Bon, Gigi, tu m'écoutes? Tu me prends pour une débile ou quoi? J'ai acheté cette robe chez Chloé pour mon mariage avec Alexandre Freeman. Ma grand-mère et ma tante étaient là. Pas mon grand-père, qui n'avait pas encore digéré mon mariage avec Paul Collard. Alexandre était si gentil. J'ai dit à Prime, il est si gentil, Alexandre. D'accord, il est gentil. Mais ça te suffit? Il va s'occuper de moi, il va me protéger. D'accord, mais ça te suffit. On s'entend tellement bien. On a tous les deux envie d'avoir plein d'enfants. Mais combien? Ma première robe de femme enceinte. Un peu habillée pour le soir, taffetas violet à bordure jaune. Je l'ai portée pour Lilou, Jean-Michel, François, Julie et pour Dimitri. Dimitri est mort à 18 mois. Un virus intestinal fulgurant. Il est mort comme ça en 48 heures. Votre fils est décédé, ils m'ont dit à l'hôpital. Je me souviendrai toujours de cette coquille en plastique orange où j'étais assise dans la salle d'attente de l'hôpital des enfants malades. Votre fils est décédé. Après, plus rien n'a jamais été pareil. J'ai trouvé ce tailleur pantalon dans le catalogue de la Redoute. C'était la première fois que j'achetais quelque chose par correspondance. J'ai pensé que c'était la tenue idéale pour un entretien d'embauche. Puisque tous les enfants allaient à l'école, j'avais décidé de trouver du travail. Et j'ai trouvé du travail dans une agence de pub. Un jour, j'entre dans le bureau, et là, assis à ma place, il y a un mec en train de se battre avec un tube de colle. Vous savez comment ouvrir ce putain de truc? Et là, une flèche me transperce le cœur. Cupidon multiplié par Guillaume Tell. Chat! Et il continue. Putain de tube de colle de merde. Et il se lève, et il part sans même s'excuser d'être entré dans mon bureau et de m'avoir piqué mon tube de colle. Évidemment, je me renseigne. Qui c'est ce mec mal élevé qui s'est permis de... Il s'appelait Stanislas. Alors voilà. Georges, Paul, Alexandre, Stanislas. J'adore ma petite robe portefeuille Jane von Furstenberg. Facile à porter, confortable, indémodable, toute fine dans la valise et surtout sans fermeture éclair. Donc 3 kilos de trop, pas de problème. Je l'ai portée le jour où j'ai annoncé à Alexandre que je le quittais parce que j'étais tombée amoureuse de Stanislas. Je lui ai dit, c'est pas ta faute Alexandre, c'est moi, j'y peux rien. Et encore une fois, il a été si gentil. Chaque fois que je me rendais chez le docteur, c'était en sortant du bureau. Donc je portais un tailleur working girl et du rouge à lèvres. J'ai toujours mis du rouge à lèvres, même le jour de mon opération. Et il a tenu. Les infirmières qui ont essayé de me l'enlever n'en revenaient pas. Après, elles m'ont dit, c'est quoi ce rouge à lèvres au miracle? Kiss Kiss douceur de Guerlain. Quand le docteur m'a annoncé la nouvelle, j'ai regardé mon frère. Il était venu avec moi. Ça puait le soutien psychologique, même s'il m'avait dit en riant, on en profitera pour déjeuner ensemble. Il portait ses jeans délavés et son cachemire ronflé. Il avait 22 ans. Tout de suite, je me suis dit, tu n'as pas le droit de mourir, tu ne peux pas le laisser tout seul, il a besoin de toi. Une copine m'a dit, suis mon conseil. Quand tu vas là-bas, mets-toi sur ton 31. Méfie-toi, l'hôpital peut te détruire, te voler ton identité. Maquille-toi, mets tes bijoux les plus chers, tes talons les plus hauts. Sape-toi comme une princesse. Ma mère m'a offert une robe de chambre en voile de coton,
très Plaza Athénée, et pas du tout assistance publique. Je la portais le jour où le chirurgien est venu dans ma chambre pour changer la première fois le pansement sur mes cicatrices. J'avais mis mes créoles indiennes en perles et diamants. Il a eu l'air surpris. Je lui ai dit que c'était du toc, et il m'a cru. Avant l'ablation de mes 2 seins, j'avais une toute petite poitrine. Je me suis dit, profitons-en. Tant qu'à faire une reconstruction, je vais au moins choisir la taille de mes nouvelles doudounes. J'ai dit au chirurgien esthétique, Monica Bellucci. Enfin, madame, vous êtes bien trop petite pour avoir une poitrine aussi grosse. J'ai marchandé. Il me propose un B. Je veux un C. Bref. La veille de l'opération, je reçois de ma copine Héloïse une boîte gris perle avec des rubans de satin rose. Et à l'intérieur, dans un nuage de papier de soie, un soutien-gorge en dentelle blanche à balconner. Je n'avais jamais porté de soutien-gorge à armature. Soudain, j'ai réalisé que j'allais évoluer dans un wonderful world avec un wonderful bras qui allait soulever ma poitrine vers le bord de mes premiers décolletés pigeonnants. Là, j'ai vécu un moment d'euphorie intense. Le lendemain, sur la table d'opération, le chirurgien m'a dit « Je vais vous expliquer ce que je vais faire. » Il s'est mis à dessiner sur ma peau avec un marqueur. Là, je vais couper, et là, et là. Oh, la table de métal sous mon dos, l'odeur, le balai des anesthésistes et ce mec qui écrivait sur mon corps. Crise d'angoisse immédiate. Je me suis concentrée sur la vision du soutien-gorge à balconner qui m'attendait à la sortie de la salle d'op. J'avais dit au chirurgien, s'il vous plaît, pas de bout de sein. Vous êtes sûr? Ils sont très bien faits, très naturels, vous savez. En fait, j'avais une obsession. Je voulais que ceux qui verraient ma poitrine à l'avenir n'ont aucune idée de qui ça pourrait bien être. Enfin bon, je voulais que ces hommes ne remarquent pas en premier ces horribles cicatrices. Et l'idée c'était, si je me fais faire un tatouage à la place du bout de sein, je parie qu'ils auront un fou rire et ça noiera le poisson. Mais alors là, le parcours du combattant, dénicher un tatoueur partant pour l'aventure, une vraie galère. Vous voulez vraiment un cœur avec des ailes de papillon, un sur chaque sein? Mais j'ai fini par en trouver un. Sa grand-mère était morte d'un cancer du sein. Et tout de suite, il m'a dit, quelle belle idée. Et en plus, je suis spécialiste en papillons. On a choisi ensemble les couleurs, le déploiement des ailes, le rouge du cœur. Le cœur en espagnol se dit corazón. Allez, courage. Et il en faut du cœur et du courage pour les amis. Ceux qui sont là, qui te tiennent la main pendant tout ça, qui sont tes anges gardiens. C'est leurs ailes à eux que j'ai fait tatouer sur mes seins. Vous savez, si vous chopez un cancer du sein à 27 ans, tout le monde pense que vous allez mourir. Et moi, je vis. Des années déjà que je ne me vois pas, je ne sens plus rien, plutôt mon corps n'abrite rien de moi petite, rien ne m'accrédite plus trop. Au cœur de la démence, mon cœur et mon corps ne savent plus trop. Mes souvenirs sont d'un temps bien plus fleuron, d'un temps, d'un avant plus
premier bijou que Raymond m'a offert. Quand on s'est rencontrés, on était mariés l'un et l'autre. On travaillait dans la même entreprise de transport. Il conduisait un 10 tonnes, moi un 15 tonnes. Il m'a dit: tomber amoureux de toi, c'est comme manger des crudités. Quand j'étais petit, je souffrais de colite chronique et pendant des années, on m'a interdit les crudités. Quand j'ai guéri, ma mère a réintroduit petit à petit une feuille de laitue par-ci, une branche de céleri par-là, une rondelle de betterave. Il m'a décrit la dégustation de sa première feuille de salade comme une expérience mystique. L'odeur, la saveur, la fraîcheur, la couleur, la texture de cette feuille de laitue retrouvée a été pour lui comme une renaissance. Donc, ce premier bijou, c'est cette bague sur laquelle il avait fait graver crudité. Je ne m'en sépare jamais, même si maintenant elle est un peu serrée. Bref, Raymond et moi, on est amoureux. J'ai quitté mon mari, il a quitté sa femme, mais tout de suite après, il a pris 7 ans pour vol à main armée. Avant qu'on commence une histoire tous les deux, il m'avait prévenu. Il avait des ennuis, et là, il allait peut-être faire de la prison. Et il voulait être loyal et transparent, et que je sache où je mettais les pieds. J'en avais rien à foutre. Je crevais d'envie de coucher avec lui, point barre. En plus, cette histoire de prison, ça m'a fait ni chaud ni froid, vu que dans ma famille, on a toujours magouillé. Ma mère et ma grand-mère se sont fait arrêter parce qu'elles fabriquaient de l'absinthe dans l'arrière-boutique de l'épicerie. Ma tante, qui était flic, s'est fait virer de la police parce qu'elle pratiquait des avortements dans la même arrière-boutique. Et mon cousin Didier a organisé le vol de sa propre voiture pour niquer les assurances. Quand j'allais voir mon Raymond à la prison, je portais des pantalons très larges. J'avais fait un trou entre les jambes pour que Raymond puisse y glisser un doigt en douce. Pas génial pour lui. Mais si, en fait. Parce que ça lui donnait l'illusion qu'il arrivait à me faire prendre mon pied en restant en prison, tout aussi bien, si ce n'est mieux, qu'un mec qui me baiserait dehors. Évidemment, on aurait préféré se serrer dans les bras l'un de l'autre, sur un grand lit, ou sur un tapis en fourrure, même synthétique. Mais le petit truc en plus, c'est qu'on avait la sensation de niquer les gardiens. Et ça nous donnait une satisfaction immense. Ils étaient tellement répugnants, les matons, quand ils me fouillaient, qu'ils en profitaient pour me peloter comme si j'étais à leur merci. Bon, d'accord, j'étais à leur merci. Et donc, ça me faisait jouir doublement d'avoir le sentiment de les baiser. Quand Raymond est sorti, je l'attendais devant la porte. Aujourd'hui, on vient de fêter notre anniversaire de mariage. Aujourd'hui, je suis membre actif de Ni pute ni soumise et députée maire de Brunoy-en-Velin. Tout le monde nous connaît à Brunoy, mais personne ne connaît notre histoire. Personne. T'es beau parce que t'es courageux. Regardez au fond des yeux celui qui te défie d'être heureux. T'es beau comme un cri silencieux, vaillant comme un métal précieux, qui se bat pour guérir de ses bleus. C'est comme une rengaine, quelques notes en peine, qui force mon cœur, qui force ma joie quand je pense à toi. À présent, j'ai beau me dire qu'au fond c'est mieux, même si c'est encore douloureux, je n'ai pas le recoin silencieux. C'est beau, c'est comme si c'est orageux. Avec ce temps je connais peu
qui sort de scène, sans armes et sans haine. J'ai peur d'oublier, j'ai peur d'accepter, j'ai peur des vivants à présent. À une époque, quand je voulais m'acheter un vêtement, je me demandais souvent si c'était pas un peu trop jeune pour moi. Aujourd'hui, je me pose plus la question, tout est trop jeune pour moi. Alors, déjà, en ce qui me concerne, une manche courte. C'est une vraie vacherie les bras, parce que tu t'y attends pas. Personne te dit, fillette, fillette, attention, un jour tes bras vont foutre le camp. Personne. Vous êtes si jolis mes bras, charmants, potelés. Jamais j'aurais imaginé qu'un jour ils termineraient en serpillière. Et mon coude, mes coudes, parlons-en de mes coudes. Hein, on dirait deux vieux noyaux de pêche. Heureusement qu'ils sont derrière, hein. S'ils étaient devant, je me tuerais. Et mon cou, putain mon cou. Quelquefois, j'enroule négligemment une écharpe autour. Comme si c'était pas fait exprès, qu'il faisait froid dehors et que j'avais oublié de l'enlever. Ah mais je trompe personne, j'ai toujours l'air de Marguerite Duras frigorifiée sur la plage de Trouville. Évidemment, il y a le botox. Oui, parce qu'aujourd'hui, mon visage aussi, on dirait un noyau de pêche. Mais du botox dans le cou, dans les coudes, dans les bras, à l'intérieur des cuisses, bah oui, hein, là aussi. Mais franchement, un visage tendu comme une podiaque sur un tambourin au-dessus d'un corps plissé soleil, où est l'intérêt? Je garde de vieux vêtements dans un carton. Quand ma petite fille Alice vient chez moi, elle a 4 ans. Elle adore fouiller dedans. Je lui mets du vernis sur ses ongles de main et de pied. Elle ouvre les tiroirs de ma coiffeuse. Je la laisse essayer des fards à paupières et des rouges à lèvres d'aimant que des vendeuses sans scrupules m'ont convaincu d'acheter un soir de déprime. Elle adore ça. Elle essaye mes chaussures à talons, mes vieilles robes, mes chapeaux. Je l'observe pendant qu'elle se regarde en se dandinant, ravie devant le miroir. Maquillée comme la feuille de Chaillot, mais si jolie quand même. Je lui dis qu'elle est belle. Je me demande si elle se souviendra de ces moments-là plus tard. Je me demande si elle se souviendra de moi. Elle dira peut-être, ma grand-mère s'appelait Gigi. Elle portait souvent des robes noires sans forme. L'autre jour, Alice est venue, elle m'a dit, tu sais Gigi, ma couleur préférée, c'est le rose. Tiens, il faut que je m'achète une écharpe rose. Un jour, j'ai eu le sentiment que j'avais fini. J'ai rangé tous mes dessins et mes petites histoires dans un gros classeur rouge et je l'ai donné à mes enfants. Je me suis sentie légère. J'avais feuilleté ce classeur et je m'étais dit, mais c'est l'histoire de ma vie. Grâce à ces dessins, j'ai pu raconter à mes enfants certaines choses que je ne leur aurais jamais racontées. Je voulais qu'ils sachent que j'avais été quelqu'un d'autre que juste leur maman ou Gigi, leur grand-mère. Que moi aussi, j'avais été une fille. Que j'avais eu des meilleures copines, qu'ensemble on avait fait les 400 coups, qu'on avait été drôles, bêtes, naïves. Qu'un jour, avec mon amie Nora, en sortant de l'église, on avait fumé des cigarettes qu'on avait fabriquées avec la page de garde de notre missel. Bref, je voulais qu'ils sachent qu'ils aient une image plus déconneuse de moi que l'image modèle que je m'étais acharnée à fabriquer pour eux. Je ne sais pas bien comment ce classeur a atterri entre les mains d'un éditeur. Mais il faut le publier, ce texte. Croyez vraiment, mais
Qui aurait envie de lire ça? C'est tellement personnel. Et le livre est sorti, et il a très bien marché. C'est que probablement c'est personnel pour beaucoup d'autres gens. Adaptation française de Daniel Thompson, avec Marie-Gabrielle Kerbeuf. Caroline Delalonde. Laurence Elliott. Catherine Delannoy. La voix off, la régie et la mise en scène, Thierry Tanterne. Et dans le rôle du public, vous. Grand merci à l'OCD, de Dôme, bien sûr, Thierry Keller, qui nous accueille là tous les ans depuis effectivement 6 ans, je crois. Et j'espère que ça va continuer parce qu'on se sent bien chez vous. Et voilà.